Ok. Donc hier, oui, alors j'ai géré, comme je vous l'avais dit, j'ai fait la suggestion pour les visioconférences sur la base du volontariat, bien sûr. Pour l'instant, je n'ai aucune réponse. Si j'ai pas de réponse d'ici demain, j'imagine que la hiérarchie a d'autres préoccupations que nos cours de philosophie. Mais si j'ai pas de réponse d'ici demain, j'irai faire moi-même un tour directement au bureau de l'administration pour essayer de faire le forcing là-dessus. Ça pourrait être une bonne initiative. Puisque c'est sur la base du volontariat, c'est libre, liberté. Donc oui, reprenons notre cours sur la politique. Nous étions quittés hier avec Machiavel et nous avons remarqué, si je ne m'abuse, que le prince, donc celui qui doit exercer le pouvoir, celui qui exerce concrètement le pouvoir et qui est distinct du philosophe, rappelez-vous, le prince c'est un homme d'action, le philosophe c'est un homme de raison. Et les deux ne sont pas nécessairement compatibles. Donc, celui qui exerce le pouvoir, rappelez-vous, ne doit pas être un homme ou une femme moral, point E, inclusif, mais non plus ne doit pas se comporter comme un tyran, de crainte de s'attiser la haine, et donc d'attiser avec la haine la révolte. Le prince, par conséquent, c'est celui qui n'est pas sympa fondamentalement, mais qui ne montre pas qu'il agit comme un tyran. Dans les deux cas, c'est ce qui lui permet de continuer à exercer son pouvoir sur la société. Alors comment est-ce qu'il fait concrètement le prince pour exercer son pouvoir sans être moral, mais sans être non plus immoral? Vous voyez qu'on arrive à quelque chose de compliqué là. Alors, l'idée est simple, c'est que dans les faits, il ne doit pas se comporter moralement, mais il doit donner l'impression que c'est un être très très moral, ce qu'il y a de plus moral. Machiavel dit qu'il doit donner l'impression d'avoir toutes les qualités morales, de bonté, de sympathie, de religion, de tout ce que vous voulez, mais que ces qualités, il ne doit pas les posséder réellement. En fait, sa légitimité, elle repose sur sa propension, sa capacité à faire croire aux gens qu'il est moral, à donner des signes quand il agit qu'il est moral, qu'il est juste, qu'il obéit à une certaine éthique, sans perdre de vue que son seul objectif, c'est de garder le pouvoir. Donc, le prince, en fait, il est en pure représentation. Il incarne en fait une représentation qui est issue de l'imaginaire collectif, qui attend de lui qu'il fasse certaines choses. Il donne l'impression de faire ces choses, mais il fait tout autre chose. Ou il poursuit un autre but. Il donne l'impression de poursuivre le but de la paix sociale, de l'harmonie sociale, du bien-être de la société, du bien pour tous, alors que le but qu'il poursuit, c'est de garder le pouvoir. Sa fin à lui, c'est de garantir l'ordre public, l'ordre social. Dès lors que l'ordre est garanti... Oula, qu'est-ce qui se passe avec Audacity? Bon, désolé. Mais là, il est enregistré ici. Non. Oui, donc dès lors que l'ordre est garanti, eh bien, le prince a rempli sa mission. L'ordre est assuré, donc le pouvoir peut continuer à se conserver. Vous remarquerez, de manière, il y a une constante en politique. La manière dont les constitutions sont rédigées, que ce soit les constitutions des républiques, des monarchies, des tyrannies, de tout ce que vous voulez, les constitutions, elles ne portent pas en elles le germe de leur propre destruction. Elles ne portent pas la possibilité de leur propre anéantissement. Non, le but d'une constitution, c'est d'assurer la pérennité de l'exercice du pouvoir. Donc, dans les faits, le pouvoir, lui, tout ce qu'il veut, c'est continuer à exister. C'est pas du tout le bien de la société, c'est pas du tout faire en sorte que les gens se portent bien. Non, c'est pas ça le but du pouvoir. Le but du pouvoir, c'est de se conserver. Il y a un philosophe qui s'appelle Michel Foucault, qui est mort il n'y a pas très longtemps, il est mort en 1985. Et c'était quelqu'un d'assez amusant, de très très intéressant, qui était professeur pendant une quinzaine d'années au Collège de France, et qui avait des positions très, très intéressantes sur la question de l'exercice du pouvoir politique. Et alors, vous pouvez trouver l'émission d'ailleurs diffusée sur YouTube, c'est un documentaire Arte, mais qui est un petit peu long, qui s'appelle Foucault par lui-même. Et dans ce documentaire, on lui pose une question, enfin on lui pose plusieurs questions, mais on lui pose cette question, on lui demande, mais Michel Foucault, à votre avis, à quoi sert le juge? Donc le juge qui est dans l'institution judiciaire. Et Foucault donne la réponse suivante, ouvrez les guillemets, je vous la donne de tête. Le juge, à quoi peut-il bien servir celui-là? Si j'étais méchant,
mais comme je ne le suis pas, je vais le dire quand même, je dirais que le juge est au service de la police. Fin de citation. Donc, l'idée de Foucault, c'est que, en fait, le juge, il incarne une autorité, il incarne aussi une représentation liée à cette autorité. Et cette représentation, c'est la représentation de la justice. Mais pour Foucault, le but du juge, ce n'est pas d'être juste, ce n'est pas de réaliser l'idéal de la justice. Non, pour Foucault, le but du juge, c'est de garantir l'ordre au service de la police. La hiérarchie, ce n'est pas la police qui obéit au juge, c'est le juge qui obéit à la police. De manière très concrète, demandez-vous pourquoi les seuls syndicats qui arrivent toujours à obtenir gain de cause dans notre pays, ce sont les syndicats de police. Parce qu'ils ont la force armée. Vous comprenez bien que si vous contrariez la force armée, elle peut se retourner contre vous. C'est pareil pour le juge, selon notre ami Michel Foucault. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que toutes les institutions qui ont le pouvoir, les institutions de pouvoir, représentent des idéaux, semblent les incarner, mais la volonté qui se cache derrière ces puissances de pouvoir ne va pas dans la direction de ces idéaux. Elle suit une logique qui est propre, elles suivent la logique du pouvoir lui-même. D'accord ? Compris ? Bon, le pouvoir, lui, ce qu'il veut, c'est se conserver. Alors, à ce titre, j'avais noté là, mais ça, c'était une espèce de mémo pour pas que j'oublie de vous en parler. On va écrire tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je sais que vous avez hâte d'écrire, je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit, mais on va le faire tout à l'heure. À ce titre, vous avez un philosophe qui est quasiment contemporain de Machiavel, qui s'appelle Pascal, Blaise Pascal. Et Pascal, outre les pensées, c'est les pensées de Pascal, a écrit une fable qu'on connaît sous le nom de la fable du naufragé. Alors, cette fable raconte l'histoire d'un roi qui, dans une contrée lointaine, aurait disparu. Le roi a disparu. Vive le roi. Et donc, dans cette contrée-là, on retrouverait au large de la contrée, dans la mer, un naufragé. Et ce naufragé serait le sosie du roi. Il aurait le même physique que le roi, la même manière de parler, la même allure que le roi. Mais c'est pas le roi lui-même. Lui, il sait qu'il n'est pas le roi, si vous voulez. Il sait qu'il n'a rien à voir avec le roi. Mais comme les gens, si vous voulez, il leur manque un roi, ils se disent, ben voilà, celui-là, c'est le roi, on en fait un roi. Ils sont tous convaincus que c'est le roi. Et seul, lui qui n'est pas le roi, sait qu'il n'est pas le roi. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que, finalement, ce nouveau roi, qui n'est pas vraiment le véritable roi, donc qui est une forme d'usurpateur, eh bien cet usurpateur exerce le pouvoir politique comme le faisait le roi. Par là, il n'a pas besoin d'une compétence particulière pour exercer le pouvoir politique. Il n'a pas besoin de connaissances morales ou de connaissances techniques et scientifiques au sujet de la société. Non, il n'a qu'à savoir comment exercer, faire ce que la foule attend de lui. Incarner la représentation que la société et aussi les institutions attendent de lui. Et il le fait fort bien. Et ainsi, notre naufragé prend la place du roi. Il se pense lui-même comme étant un usurpateur, mais on peut se demander s'il l'est vraiment, parce qu'on peut se demander si finalement l'exercice du pouvoir politique lui-même n'est pas une usurpation, puisque vous donnez l'impression de faire des choses alors que vous en faites d'autres. Vous donnez une représentation de votre exercice qui est contraire à votre exercice réel, la manière dont vous exercez réellement le pouvoir. Ça, je voulais vous en parler, et puis on le notera. Et dernière chose que je voulais dire, parce que jusqu'à présent, finalement, les conceptions philosophiques qu'on a avancées étaient des conceptions idéalistes. Vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas, mademoiselle ? Idéaliste, pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que il fallait que le philosophe réussisse à plier le politique à la rationalité, à la raison. Mais, dans les faits, le réel, il a sa logique propre. Le réel, il n'obéit pas aux idées. Oui, il y a des philosophes qui pensent que le réel obéit aux idées. Hegel pense que le réel obéit aux idées. Mais si, contrairement à Hegel, vous observez la réalité, vous vous rendez compte que la réalité n'obéit pas aux idées. Quand Don Quichotte dit à son fidèle écuyer « Voilà les géants face à nous que nous devons combattre », et que son écuyer lui dit « Non, ce ne sont pas des géants, ce sont des moulins à vent », Don Quichotte, tout convaincu qu'il est dans son idée que ce sont des géants, quand il fonce dans les moulins à vent, il s'éclate la tête contre les moulins à vent. Le réel résiste à ses idées, vous comprenez bien. Mais dans la réalité, la politique, elle existe. Et la politique, elle n'obéit pas aux idées des philosophes. Et il y a un philosophe, justement, qui s'appelle Mandeville,
On en a parlé un petit peu quand on a fait le cours sur, le passage sur Adam Smith et la richesse des nations. Mondeville, qui est un philosophe du début du XVIIIe siècle, qui n'était pas considéré en son temps comme philosophe, qui avait le titre de docteur des passions. Docteur des passions, excusez-moi. Docteur des passions, c'est l'équivalent de psychologue aujourd'hui, celui qui traite les passions des gens, donc une espèce de psychologue. Et entre autres exercices de la philosophie et de la psychologie, il était traducteur de Jean de La Fontaine, puisque Mandeville était britannique. Il traduisait les fables de La Fontaine. Et heureux de traduire ces fables, il a fini par en écrire une lui-même qui s'appelle La fable des abeilles. Vous connaissez la fable des abeilles, vous avez déjà entendu parler de ça. Surtout qui fait SES ici. Voilà, vous connaissez. Mandeville, vous connaîtrez bientôt. Croyez-moi. Alors la fable des abeilles, c'est quoi l'idée? C'est une idée proche de la fameuse idée de la main invisible. En fait, Mandeville remarque que dans une ruche d'abeilles, chaque abeille exécute une tâche très précise. L'exécution de cette tâche est de nature égoïste. L'abeille ne fait pas sa tâche particulière pour servir l'intérêt général, mais elle le fait parce que ça sert son intérêt à elle, au sein de la société des abeilles. Le fait que chaque abeille exerce sa tâche particulière de manière égoïste, ça conduit à une harmonie sociale dans la ruche. Maintenant, si une abeille voulait comme ça, si elle voulait bien agir de manière altruiste dans la société, si elle voulait en fait faire autre chose que ce qu'elle fait, que ce qu'elle est destinée à faire dans la société, si elle voulait s'occuper des autres, eh bien cela mettrait en péril l'équilibre de la ruche, et sans doute la ruche courrait-elle à sa ruine. Mandeville considère qu'il en va de même dans la société, que les hommes doivent se comporter égoïstement, et que c'est ça qui conduit à l'harmonie sociale. L'altruisme, ça conduit au désordre. Et ça tombe bien, parce que d'après Mandeville, les hommes sont destinés en quelque sorte à se comporter égoïstement. Alors, dans un autre texte qui traite d'éthique et de politique, Mandeville, en fait, explique quels sont les fondements psychologiques et éthiques de la vie politique. Il dit voilà, la société elle est composée de plusieurs types de personnes. Disons 3 catégories. La première, le plus grand nombre, les gens qui se font une fierté d'obéir à la loi et de se comporter correctement en société. Si vous voulez, ce sont les gens qui sont contents de respecter les limitations de vitesse, qui s'en font une fierté. Ce sont les gens qui, à l'époque soviétique, étaient contents de suivre le modèle stakhanoviste, parce que voilà, bon, ils étaient esclaves, mais ils étaient contents, si vous voulez, parce qu'ils étaient récompensés par leur maître, j'imagine. Enfin, c'était, si vous voulez, c'est Samuel L. Jackson dans Django Unchained, quoi, vous voyez, c'est ce genre de personne, quoi. C'est l'esclave qui est heureux d'avoir un maître, quoi. Voilà, pour lui, c'est la majorité des gens, on devine. Ceux qui sont heureux d'obéir à la loi. D'ailleurs, il y a une deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie sert de faire valoir à ces gens-là, à la première catégorie. Cette deuxième catégorie, ce sont les délinquants, les marginaux, ceux qui ne respectent pas la loi, les cambrioleurs, les assassins, évidemment. Les gens qui décident de ne pas respecter la loi, ceux qui se révoltent, en quelque sorte. Et ceux-là, ils sont très utiles. Pourquoi? Parce que vous pouvez les punir en utilisant la loi, et quand vous les punissez, d'une part, vous exercez une forme de pression et de menace sur tous les autres, et puis vous rendez heureux ceux qui obéissent à la loi d'obéir à la loi. Vous leur donnez une bonne raison d'obéir à la loi. Vous dites, ceux-là se disent, mais regardez, c'est bien, nous on est des bonnes personnes, nous on respecte la loi, nous on vole pas à la FNAC, nous on donne de l'argent au capitalisme, on est content, vous voyez, nous on est des bons citoyens, voilà, on est gentils, on est bien, nous on est les gentils, et eux c'est les méchants, voilà, et eux ils sont punis les méchants, ça c'est très bien. Donc comme ça, vous créez une forme de dichotomie gentil-méchant, et vous fabriquez des gens qui sont encore plus contents d'obéir. Et puis troisième catégorie, dit Mandeville, ce sont ceux qui gouvernent, ceux qui ont le pouvoir politique. Et d'après Mandeville, ceux qui ont le pouvoir politique, ce sont, je vous le donne dans le texte en anglais, these are the worst of all. Ce sont les pires de tous. Les pires, les pires humains possibles sont ceux qui gouvernent, qui sont à la tête de l'État. Et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que Machiavel, il se met dans une logique hobbesienne. Il est dans la logique de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, rappelez-vous, à l'état de nature, c'est la lutte de tous contre tous, et à la fin, c'est le plus fort qui l'emporte. Et le plus fort, c'est un tyran, c'est quelqu'un de violent, qui n'a que pour seule obsession d'asseoir sa domination sur le peuple et sur les hommes, en quelque sorte.
Alors, le plus fort ou les plus forts, en tout cas, ce sont ceux qui dominent, les dominants, les maîtres. Eh bien, Machiavel remarque que pour arriver à cet état de domination des autres, pour vouloir dominer les autres, il faut être une mauvaise personne. Il faut être quelqu'un qui n'a aucune morale, qui n'a aucun respect pour rien ni pour personne. Et pour se maintenir à cette place-là, il faut être une très mauvaise personne qui n'a aucune moralité, qui n'a pas peur de trahir, d'assassiner, de faire tout ce que vous voulez, pour garder le pouvoir. Et ce n'est pas tout. En plus de cela, il faut donner l'impression aux autres de respecter la loi. Il faut contrôler l'appareil législatif. Il faut contrôler la loi. Dès lors que vous contrôlez la loi, eh bien, vous n'êtes plus inquiété. Vous n'êtes plus inquiété. Donc, vous contrôlez la loi, vous donnez l'impression aux autres que vous la respectez. En fait, vous êtes le pire. Et pour Mandeville, il ne peut pas en être autrement. Ce sont nécessairement les pires de tous qui gouvernent. Vous comprenez qu'on est loin des philosophes rois, là. Dans le monde de Mandeville, c'est pas le philosophe roi qui remporte la guerre de tous contre tous. Ce n'est pas le philosophe qui manipule la loi et qui manipule les gens pour garder le pouvoir. Le philosophe, il est complètement détaché de ces questions de pouvoir politique. Pour être intéressé au pouvoir politique, il faut être quelqu'un de fondamentalement mauvais. Ça, c'est ce que dit Mandeville. L'idée de Mandeville, c'est que les gens qui gouvernent sont forcément des vraies ordures, si vous voulez. Il ne peut pas en être autrement. C'est une analyse, vous en conviendrez, tout à fait psychologique. Mais Mandeville va plus loin que ça. C'est pour ça qu'on l'a appelé de son vivant d'ailleurs, il s'appelle Mandeville, on l'appelait Man Devil, l'homme du diable. Pourquoi ? Parce que d'après Mandeville, cet ordre social gouverné par les pires de tous, c'est le résultat de la volonté de Dieu lui-même. C'est Dieu qui veut ça. Je vous explique pourquoi Dieu veut ça. Rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu a ordonné aux hommes de ne pas goûter au fruit de l'arbre de la connaissance. Et il se trouve qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire, cela, que de goûter au fruit de l'arbre de la connaissance, donc de désobéir à Dieu. Depuis, Dieu leur a promis une vie de souffrance, une vie de peine. Rien ne se ferait dans la facilité, tout se ferait dans la peine. Et comment mieux envisager une vie de souffrance qu'en étant gouverné toute son existence durant par des espèces d'ordures humaines, par les pires des gens qui existent. Vous sélectionnez tous les pires et vous les mettez à la tête de tous les États, de toutes les communautés, et ils infligent comme ça une souffrance permanente aux autres. C'est la volonté de Dieu d'après Mandeville. C'est logique, puisque péché originel, désobéissance, condamnation, vie dans la souffrance. C'est une pensée tellement... Ça vous plaît comme pensée ? Vous trouvez ça séduisant ? Est-ce que vous trouvez ça assez réaliste ? Est-ce que c'est pas un peu réaliste finalement ? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que quelque part, si on oublie la dimension théologique, mais est-ce que sur le plan psychologique, est-ce qu'il n'a pas raison quelque part ? Est-ce que finalement, pour vouloir prendre le pouvoir, il ne faut pas faire partie de cette catégorie que Mandeville appelle les pires de tous ? Je sais pas. Oui, vous pensez ? Pourquoi ? Comme ça qu'on réussit, ça dépend. Comme ça qu'on réussit à prendre le pouvoir, en tout cas, sans doute. Oui. C'est vrai que si vous regardez toutes les magouilles qui se passent dans la vie politique, tous les scandales qu'il y a, vous vous rendez compte que même dans les mêmes partis, rappelez-vous, Fillon contre Copé, c'était les meilleurs copains du monde, jusqu'au moment où ils commencent à truquer les élections dans leur propre parti. Enfin, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Peut-être que Mandeville avait en partie raison. Alors vous comprenez bien que de ce fait, le politique, il est là, et la raison, elle est de l'autre côté, si vous voulez. C'est le pôle Nord et le pôle Sud. Alors pour les platistes, c'est le pôle Sud et le pôle Sud. Mais voilà, ça reste toujours opposé, d'accord ? Vous comprenez ? Toujours opposé. Voilà. Donc, il y a une distinction entre le politique et le philosophe. La réalité résiste aux idées. Alors, ça m'embête d'en parler parce que fut un temps où j'aimais bien l'incorporer dans mon cours, mais comme maintenant c'est quelqu'un qui dit beaucoup de bêtises, là pour le coup je prends pas de risque en disant ça parce que c'est très facile de vérifier qu'il dit beaucoup de bêtises, mais qui a dit parfois des choses intéressantes, c'est Michel Onfray, qui avait écrit un petit bouquin sur le Don Quichotisme qui s'appelait Le réel n'a pas eu lieu, et justement il disait que, enfin lui il parlait de considérations très politiques très concrètes, il disait le problème de la gauche, c'est que la gauche en fait est idéaliste, elle ne se soucie jamais du réel. Or, le réel a lieu.
mais certains hommes politiques font comme si le réel n'avait pas lieu. Il prenait l'exemple de François Hollande qui disait oui, oui, la courbe du chômage baisse alors la courbe du chômage s'inverse alors qu'elle s'inversait pas du tout, vous voyez. Donc il y a la réalité n'a pas lieu. Là, vous avez eu un cas récemment avec le discours du président. Le président vous explique que nous avons très bien géré la crise. Enfin, non, c'est pas vrai en fait. La réalité dit le contraire. Mais le réel n'a jamais lieu en fait. La réalité n'existe pas dans le discours politique. Ce sont des. Allez, je vais vous donner un exemple encore plus frappant et amusant. C'est le fameux meeting de Donald Trump où les journalistes comptent le nombre de personnes qui sont présentes. Et la porte-parole de Donald Trump dit qu'il y avait, je sais pas, beaucoup plus de personnes que les personnes qui étaient présentes. Alors les journalistes lui disent mais non, on a compté les présents au meeting, ils n'étaient pas aussi nombreux. Elle lui répond, la porte-parole de répondre, non, non, mais là je vous parle de faits alternatifs. Donc, alors, il y a les faits, si vous voulez, c'est la réalité, puis à côté il y a les faits alternatifs. C'est-à-dire que c'est une réalité qui existe quelque part dans l'imaginaire de ces gens-là. Ouais. On voit bien que concrètement, la politique, elle résiste à la philosophie. Et si elle y résiste, ce n'est pas que parce que c'est pas une contingence, quoi. C'est-à-dire que c'est l'idée qui est avancée par ces gens-là, par les Machiavel, par les Mandeville et d'une certaine manière par les Pascal, mais surtout par Mandeville, quoi. C'est que la politique, elle ne peut pas être autrement qu'elle est. Elle est condamnée à être organisée autour de ces personnes fondamentalement malveillantes, si vous voulez. Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez mobiliser, là aussi, souvent il y a des discussions polémiques de politique dans les repas de famille, vous pouvez mobiliser tous ces arguments si besoin est, ou si vous avez envie de briller en famille, bien sûr. Voilà, alors on y va, on va noter un petit peu quand même, parce que mine de rien, j'ai beaucoup parlé, là, ça fait plus de 20 minutes que je parle, et puis ça sonne bientôt, là. Ça sonne dans combien de temps? Ça sonne à quelle heure? 40? On n'a même pas une demi-heure. Oui, mais c'est affreux. Ça passe trop vite. Donc là, donc les auteurs dont on va parler ici, vous avez compris, Machiavel, Mandeville et Pascal et Foucault aussi. Alors vous notez, le rôle du prince, je sais, on va répéter le titre, mais bon. Le rôle du prince n'est pas identique à celui du philosophe. Le rôle du prince n'est pas identique à celui du philosophe. Parce que la réalité du monde politique, obéit à sa logique propre, virgule, obéit à sa logique propre, virgule, logique tout à fait différente, logique tout à fait différente de celle de la philosophie et de la raison. Logique tout à fait différente de celle de la philosophie et de la raison. Point. L'État a pour fonction principale l'exercice d'un pouvoir. L'État a pour fonction principale l'exercice d'un pouvoir virgule, non pas virgule, pardon, excusez-moi, on va faire une phrase plus simple. Donc l'exercice d'un pouvoir qui a vocation à se conserver. À se conserver.
Point. Concrètement, le rôle de l'État, le rôle de l'État n'est pas de servir les intérêts de la société. Le rôle de l'État n'est pas de servir les intérêts de la société, mais d'assurer l'ordre social afin de se préserver de toute crise, toute crise possible, et ainsi de perpétuer son pouvoir. Et ainsi de perpétuer son pouvoir. Point. D'après Mandeville, pardon, allez à la ligne, excusez-moi. À la ligne, point à la ligne. D'après Mandeville, dans ses, je vous donne le titre de l'ouvrage, Recherche sur l'origine de la vertu morale, d'après Mandeville, dans ses Recherches sur l'origine des vertus morales, Mandeville. D'après Mandeville, dans ses Recherches sur l'origine de la vertu morale, le pouvoir politique désobéit nécessairement à la raison. Le pouvoir politique désobéit nécessairement à la raison. Le pouvoir politique désobéit nécessairement, il n'y a pas le choix, quoi, à la raison. Point. Alors, on va expliquer. Désobéit nécessairement à la raison. Mandeville livre une interprétation psychologique. Mandeville livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Point. Pour lui, la société se compose de 3 catégories. C'est un peu le bon, la brute et le truand. Ceux qui ont le revolver chargé et ceux qui creusent. Nous, on creuse. On se divise en 3 catégories. 2 points. Les hommes moraux, virgule, satisfaits d'obéir à la loi. Les hommes moraux, virgule, satisfaits d'obéir à la loi. Les hommes moraux, virgule, satisfaits d'obéir à la loi. Vous pouvez mettre en petit 1 devant si vous voulez. C'est un peu plus lisible. Donc petit 1, les hommes moraux, virgule, voilà.
virgule, petit 2, les hors-la-loi, virgule, punis par le pouvoir, virgule et petit 3, ceux qui gouvernent, virgule, ouvrez les guillemets, les pires de tous, fermez les guillemets, les pires de tous, fermez les guillemets, donc entre guillemets vous mettez les pires de tous, selon Mandeville. À la ligne, nouveau paragraphe, nous allons expliquer maintenant pourquoi il y a ces trois catégories et comment elles fonctionnent. La majorité des individus se satisfait d'obéir honnêtement à la loi. Point. Il s'agit du peuple, virgule, des gens ordinaires. Il s'agit du peuple, virgule, des gens ordinaires. Qui n'ont aucune aspiration, qui n'ont aucune aspiration politique ou belliqueuse. Ils ne veulent pas faire la guerre, ça veut dire, c'est pas belliqueux. Qui n'ont aucune aspiration politique ou belliqueuse. Point. Les hors-la-loi, virgule, les déviants, les hors-la-loi, virgule, les déviants, confortent les autres dans leur désir d'être de bons citoyens. Les hors-la-loi, les déviants, confortent les autres dans leur désir d'être des bons citoyens. Des gentils tout pleins. Ça vous écrivez pas. D'être des bons citoyens. Point. En effet, les punitions qu'ils subissent, bon, que le système leur inflige, vous avez bien compris, hein. Les punitions qu'ils subissent sont autant de sources d'auto-légitimation, ils s'auto-légitiment, d'auto-légitimation, du comportement des hommes honnêtes. Point. Enfin, pour Mandeville, on a presque fini. Ça sonne bientôt. Peut-être qu'on va arrêter d'écrire avant la sonnerie, mais je sais pas. Enfin, pour Mandeville, ceux qui exercent le pouvoir ne peuvent être autres, ceux qui exercent le pouvoir ne peuvent être autres
que ceux qui, à l'état de nature, ont remporté la guerre de tous contre tous. Ils ne peuvent être autres que ceux qui, à l'état de nature, ont remporté la guerre de tous contre tous. 2 points. Les plus violents, virgule, les moins moraux, virgule, les plus malhonnêtes, point. En bref, ce sont bien les pires de tous. Point. Cela, mais cela comme ça. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir. Puisque eux seuls peuvent y accéder. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir, puisque eux seuls peuvent y accéder. Point. Tous les autres préfèrent vivre paisiblement et en sécurité. C'est très hegelien, ça, finalement. Tous les autres préfèrent vivre paisiblement et en sécurité. On reparlera de ça plus tard. Ouais. Point. Encore une ou deux phrases sur Mandeville. Par conséquent, il est inévitable que les hommes à la tête de l'État ne soient ni des philosophes, virgule, ni des intellectuels, virgule, ni des individus soucieux du bien d'autrui. Sauf si ça les arrange, bien sûr. Hein. Ni des individus soucieux du bien d'autrui. Point. Allez, encore une phrase sur Mandeville. Ils ne peuvent être que des égoïstes dépourvus de morale. Ils ne peuvent être que des égoïstes dépourvus de morale, virgule, sans quoi ils n'auraient pas le pouvoir. Allez, juste une dernière phrase. Point. Non, parce que là, c'est la dernière phrase sur Mandeville, mais après, il va falloir qu'on note sur Machiavel. Point. Ainsi, la seule légitimité concrète du pouvoir, ainsi la seule légitimité concrète du pouvoir, c'est la force. Ouais, donc c'est contraire à ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin les dernières fois. C'est la force. Alors c'est pas la force, c'est la force. C'est compris. Point. On saute une ligne. Cachez votre joie. Bon, on avance, c'est bien, on avance.
Vous écrivez beaucoup là. Le cours avance. Il faut que le cours avance. Je sais pas si on rattrape le retard petit à petit. Vous avez été, tout le monde a été plus ou moins victime ici, élèves et enseignants de problèmes de gestion qui ont conduit au fait que vous soyez un peu en retard. Donc là, vous êtes moins en retard si vous voulez. Vous êtes un peu comme Achille derrière la tortue. Sauf que vous, contrairement à Achille, vous allez finir par rattraper la tortue. Et ça vous connaissez l'histoire. Je vous la raconterai une autre fois. Ça, les enfants, ce sera pour une autre fois. Alors, sautez une ligne quand même. Dès lors, on peut se demander quelles sont les formes d'exercice de ce pouvoir. Dès lors, on peut se demander quelles sont les formes d'exercice de ce pouvoir. Dès le XVIe siècle, 1532 précisément, dès le XVe siècle, Machiavel, dans Le Prince, oui. Vous avez dit 1532. Oui. Et vous avez dit le 15e siècle. 16e. Dès le XVIe siècle, c'est pas grave, peut-être que j'ai dit le 15e, j'ai pu me tromper. Non, c'est sûr. Dès le XVIe siècle, Machiavel, dans Le Prince, Machiavel s'écrit au tableau, dans Le Prince, propose des éléments de réponse à cette question. Point. Il remarque d'abord que le prince ne doit posséder aucune qualité morale. Il remarque d'abord que le prince ne doit posséder aucune qualité morale. Virgule. Et qu'il doit, moins encore, se comporter moralement. Et qu'il doit, moins encore, se comporter moralement. Point. En effet, un homme moral verrait nécessairement son pouvoir contesté. En effet, un homme moral verrait nécessairement son pouvoir contesté. Évidemment, par moins moral que lui, vous avez compris l'idée. Parce que son pouvoir contesté. Point. Pourtant, le prince ne doit pas se comporter comme un tyran. Pourtant, le prince ne doit pas se comporter comme un tyran. Point. En effet, dans ce cas, il attiserait la haine et la révolte. En effet, dans ce cas, il attiserait la haine et la révolte. Point. Dans ce cas, il attiserait la haine et la révolte. Point. À la fin, je prendrai un screenshot d'un de vos cahiers pour le balancer sur Pronote. Essayez d'avoir une belle graphie. Aussi, le prince doit donner l'impression aussi, le prince doit donner l'impression
de posséder toutes les qualités morales Aussi, le prince doit donner l'impression de posséder toutes les qualités morales sans en posséder aucune. Point. Un peuple obéit plus volontiers un peuple obéit plus volontiers. Là, on est sur des flèches. Un peuple obéit plus volontiers à un homme d'une grande moralité un peuple obéit plus volontiers à un homme d'une grande moralité qu'à quelqu'un qui affiche ouvertement ses intentions malhonnêtes. Donc il obéit plus volontiers à un homme d'une grande moralité qu'à quelqu'un qui affiche ouvertement ses intentions malhonnêtes. Point. Par conséquent, le prince tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer. Le prince tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer. Ainsi, le prince tire sa légitimité, donc par conséquent, le prince tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer. Ainsi que de sa capacité à maintenir l'ordre. N'oubliez pas, c'est la garantie de conservation du pouvoir, ça. Ainsi que de sa capacité à maintenir l'ordre. Point. Le prince et avec lui l'État sont en représentation. Point, on va noter une dernière phrase. Le prince et avec lui l'État sont en représentation. Point. Ils ne sont pas ce qu'ils donnent l'impression d'être. Voilà. Il faudra qu'on finisse. Il y aura encore un tout petit peu à dicter, mais comme ça sonne là, on fera ça la prochaine fois. On a écrit quoi là? Une petite page. Attends, il faut que je fasse un screen.